Vous écoutez Radio Web Frais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Et je suis aussi conférencier. Donc, à Témoignages de vie, on reçoit des invités qui sont résilients, rayonnants et qui, en fin de compte, qui sont aussi inspirants, qui ont leur histoire de vie, qui peut être une histoire de vie aussi qui est belle, qui est heureuse, en fin de compte, ou ça peut être aussi une histoire de vie où il y a un événement qui a eu lieu, qui aurait pu être difficile ou triste, Donc, à Témoignage de vie, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, chers auditeurs et chères auditrices. Et à Témoignage de vie, comme je vous ai dit, nous avons des invités spéciaux. Et les invités spéciaux, ce sont les psychologues et les sexologues. Donc, aujourd'hui, parmi ces invités spéciaux, nous avons la psychologue Joanne de Montigny. Bonjour, Joanne de Montigny. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, Alex. Merci de m'inviter. Je vais très bien. Je suis très heureuse de faire cette entrevue avec vous. Parfait. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment gentil de votre part. Donc, en fin de compte, moi, je vous ai invité parce que je me rappelle que, en fin de compte, en avril 2012, j'ai assisté à votre conférence que vous avez donnée au Centre Saint-Pierre, parce que j'habite au centre-ville de Montréal, comme j'avais dit dans les autres épisodes de Témoignages de vie. Et j'ai assisté à votre conférence et j'ai acheté aussi votre livre que vous m'avez gentiment autographié, en fin de compte. Et je me rappelle que j'avais, en fin de compte, vos coordonnées. Donc, je vous ai contacté et merci infiniment d'être aujourd'hui une invitée spéciale en tant que psychologue ici à Témoignage de vie. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont aussi regarder cette vidéo de l'enregistrement, en fin de compte, de l'émission qui va être hébergée sur YouTube, Alex Saraf, ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Donc, vous êtes psychologue. Donc, Joanne de Montigny, vous êtes psychologue depuis de nombreuses années, depuis plus que 35 ans, je dirais. Vous êtes aussi conférencier reconnu, en fin de compte, renommé, je dirais, et vous avez donné plusieurs conférences au Québec et aussi en France. Vous êtes aussi auteur ou autrice, qu'on dit. Vous avez écrit et coécrit plusieurs livres, en fin de compte, 4. Et en fin de compte, vous avez un premier livre qui a été publié en 1985, on y reviendra. Vous avez co-signé, ça veut dire coécrit un livre avec Marie de Hennezel, c'est ça? Oui. L'amour ultime en 1990. Et vous avez aussi écrit le livre Quand l'épreuve devient vie en 2010, en fin de compte, que j'ai avec moi. Et ça, c'était à la fin de la conférence, quand j'ai pu procurer votre livre. La préface a été écrite par Marie Laberge, Quand l'épreuve devient vie. Et j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est en fin de compte un bijou. Et c'est un livre que je recommande fortement à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent et qui vont regarder cette vidéo. Donc, voilà. Et aussi, vous avez un 4e livre, Ce vif de la vie qui jamais ne meurt, qui a été publié en 2017, que vous avez, en fin de compte, coécrit avec le pédiatre Claude Cyr. Et vous m'avez gentiment envoyé ce livre, ce bouquin, que vous avez co-signé avec Claude Cyr. Merci infiniment. Bienvenue. Parfait. Et vous m'avez envoyé aussi par la poste Chronique Deuil. Oui. Et c'est là que vous avez votre bio. Oui, exactement. Oui. Alors, voilà, par rapport à vos expériences en ce qui concerne
votre pratique de psychologue. Ben, on va en parler au fur et à mesure que je vais vous poser des questions. En fin de compte, donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut commencer pour les questions? On commence avec les questions. Parfait. Alors, voilà. Alors, je pose la première question, Joanne de Montigny. Pourquoi, excusez, pourquoi vous avez choisi de faire des études universitaires pour devenir psychologue clinicienne? Parce que j'ai pas dit vos formations universitaires, excusez-moi. Il faut aussi que je dise que vous avez des études universitaires, c'est sûr, pour devenir psychologue clinicienne. Il faut avoir des études universitaires. Présentement, depuis 2006, on demande le doctorat pour devenir psychologue clinicienne. Ça veut dire le DPSY ou le DPS ou le PhD. Mais dans le temps, c'est la maîtrise. Donc, vous avez le baccalauréat en psychologie et j'ai lu que vous avez aussi MA-MPS, ça veut dire MPS, la maîtrise en psychologie clinique, j'imagine, c'est ça? Et Oui, vous avez aussi la MA, vous avez deux maîtrises? non, ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah oui, Je- ok, c'est bon. oui, Ok, oui, c'est parfait. Donc, vous avez fait la maîtrise option clinique. oui, exactement. Ok, parfait. C'est parfait. MA-MPS. Et vous êtes aussi une scientifique parce que vous avez écrit des articles scientifiques dans des revues, en fin de compte. Oui, quelques articles. Vous avez peut-être repéré que j'écris plus et je travaille beaucoup avec les personnes en phase terminale, les Oui, personnes qui vont donc mourir après quelque temps suivant le diagnostic. Le pronostic suit aussi malheureusement chez certaines personnes. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec le deuil, surtout. Ça a oui, été les deux axes de ma pratique clinique. oui, bien sûr. Donc, pourquoi vous avez choisi de faire des études universitaires pour devenir psychologue clinicienne? Ah bien, je vais vous dire, c'est une seconde vie qui m'a fait choisir ce merveilleux chemin de retourner aux études universitaires et d'ouvrir un nouveau volet de ma vie. J'ai fait ce choix à cause d'un grave accident auquel j'ai survécu. Après une longue convalescence et beaucoup d'aide, j'ai compris que j'avais le goût non seulement de vivre encore et encore, mais de redonner à ceux et celles qui m'avaient tant aidé. Donc, de redonner à d'autres pour dire merci à ceux et celles qui m'avaient moi aussi aidé. J'ai choisi la psychologie, je dirais, de façon pleinement consciente, de façon avec un consentement incroyable, où je savais que pour moi, la relation humaine était au cœur de mes priorités. Et quoi d'autre que la psychologie pour nous amener dans l'intimité de l'être. Et j'ai pensé en allant sur les bancs universitaires que j'allais déjà découvrir tout un monde, les gens d'abord qui allaient m'enseigner des mentors, et puis ensuite les gens avec qui j'allais étudier, pour ensuite me consacrer aux personnes qui souffrent et avec qui je voulais découvrir un sens pour paraphraser le beau titre du livre de Viktor Frankl, découvrir un sens à la vie, à leur vie, avec eux, en marchant sur le même chemin, pour assister à à leur découverte même. oui. Bien sûr, mais ça me fait énormément plaisir que vous êtes là et en tant que psychologue clinicienne parce que ceux qui ne savent pas, moi aussi j'ai des études universitaires en psychologie, j'ai fait le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai pas fait psychologie clinique, j'ai fait psychopédagogie qui est un champ de spécialisation en psychologie où on étudie l'apprentissage, la dynamique de groupe, l'interaction prof-élève. Puis j'avais enseigné aussi dans quatre cégeps à Montréal en psychologie. En fin de compte, j'ai enseigné en psychologie
dans 4 cégeps en tout dans ma carrière de professeur. Donc, je suis vraiment content que vous soyez là. Et en fin de compte aussi, on va y revenir à cet événement-là par la suite. Et je vais vous poser la deuxième question. Quelle option ou quel volet spécialité vous avez choisi et pourquoi? Oui. Alors, tout de suite, j'ai réalisé, parce que je dis souvent en riant, on est né avant le diplôme. Et Oui, j'ai réalisé que je serais heureuse dans une approche humaniste. Ça me oui, ressemblait beaucoup. Alors donc, avant de tout connaître de cette approche, j'avais cette intuition que c'était celle qui allait bien se marier avec qui je suis, c'est-à-dire dans l'option que j'ai choisie à l'époque et toujours par la suite, de travailler auprès des grands malades, des personnes qui allaient mourir et des personnes qui les accompagnent et donc par la suite en deuil. J'ai compris que l'approche humaniste était celle tout à fait indiquée oui, pour que je puisse faire mon travail euh, en toute connaissance de cause oui, des enjeux psychiques lorsque notre corps est en train de nous abandonner, lorsqu'il faut dire au revoir à la vie, lorsqu'il faut dire adieu à ceux et celles qu'on a aimés. C'était pour moi l'approche idéale de pouvoir, comme je dis, par l'approche humaniste, donc, découvrir un sens avec l'autre à ce qui lui arrive. Cette belle curiosité de voir ce qui va nous arriver à travers le malheur. Pour reprendre le titre du livre de Boris Cyrulnik, quand on le lit pour la première fois, ce titre, et qu'on souffre, on a de la difficulté à comprendre ce qu'il veut dire, c'est-à-dire un merveilleux malheur. oui, Mais par le temps qu'on traverse le malheur, on commence à comprendre ce qu'il voulait dire, ce grand auteur, Boris Cyrulnik, pour nous expliquer que il y a un tricot entre la joie et la peine, il y a un tricot entre l'ombre et la lumière, il y a un tricot entre la crainte et la confiance. Et c'est ce sont les phénomènes qui m'intéressaient le plus lorsque j'ai choisi mon métier. Et vous savez, 35 ans plus tard, ce que je peux en dire, c'est comme j'ai fait un bon choix. Ce sont des années qui m'ont transformé. On espère aider les autres, mais les autres nous transforment. oui. Et c'est pour ça que je suis si heureuse d'avoir cogné aux bonnes portes universitaires avec les bons profs, les bons mentors, les bonnes lectures pour essayer d'être la personne la plus disponible et ouverte à la vie de l'autre, à ce qui le diffère de moi, à ce qui nous rejoint tous les deux, à ce qui nous différencie, à ce qui nous amène à être ensemble, à réfléchir, à créer. Parce que pour moi, être psychologue, c'est comme un architecte. On crée une maison. Euh, on va créer un espace. On va créer le lien. On va créer une parole. On va créer une atmosphère. Et avec ça, je savais qu'on allait construire, même quand tout nous apparaît détruit. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien.
piano, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a. Elle a, elle a, elle a. 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 Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a. C'est drôle de voir, c'est drôle de joie, ce nom du ciel qui la rend belle. Elle a, elle a, elle a, elle a. Elle a, elle a. Donc, j'aimerais seulement ajouter, je vais ajouter parce que c'est sûr que ce n'est pas tous les auditeurs et les auditrices qui ont des études en psychologie. Donc, il y en a qui vont se poser la question, c'est quoi l'approche humaniste? Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, il y a 6 approches contemporaines actuelles en psychologie, 20e siècle et plus tard. On a l'approche psychodynamique, psychanalytique, l'approche behaviorale, comportementale, l'approche cognitive avec les pensées, les apprentissages, la raison, etc., les processus intellectuels qui se passent dans la tête. On a l'approche psychobiologique, en fin de compte. Puis on a l'approche éclectique, c'est 2 approches et plus. Et on a aussi l'approche humaniste que vous avez évoquée, que vous avez énumérée. Donc l'approche humaniste, c'est la 3e force en psychologie et c'est en fin de compte la psychologie du soi. Donc l'estime de soi, la confiance en soi, l'actualisation de soi, l'image de soi, l'experiencing que les psychologues humanistes parlent, ça veut dire le fait d'avoir fait l'expérience le fait de faire la possibilité de faire des choix puis de les assumer, la responsabilisation de soi, etc. Donc ça, c'est l'approche humaniste. Puis je trouve que moi j'aime beaucoup cette approche-là, je dois Oui, dire là. oui. Et comme le disait si bien Carl Rogers, qui a été Oui, pour moi si inspirant, oui, c'est une approche qui est également centrée sur l'autre. oui, C'est-à-dire que l'autre est au cœur de notre préoccupation. C'est-à-dire que l'autre compte tellement dans oui, cette relation. Et ça, j'ai aimé ça beaucoup. C'est-à-dire que on donne la place aux patients. Moi, je sais que Rogers et d'autres appellent les personnes qui nous consultent le client. Et il oui, n'y a pas de mal à le dire ainsi. Les deux oui, sont acceptables. oui, Mais je préfère le patient. oui, Peut-être parce que j'ai travaillé dans un milieu hospitalier longtemps et que j'ai travaillé beaucoup avec les malades, oui, mais aussi pour une autre raison. J'ai toujours peur de la connotation un peu vendeur avec client oui, je et je comprends. préfère la connotation de celui ou celle qui souffre avec patient.
Je préfère aussi, j'aime beaucoup ce mot patient, avoir la patience de guérir tout doucement. Et c'est pour ça que j'ai un penchant pour le mot patient, et tout en acceptant que la plupart des personnes aussi, une bonne partie des gens pourraient préférer le mot client. Oui. Bien sûr, je comprends parce qu'ils disent que c'est une approche centrée sur le client, là, en fin de compte, là. Oui, Mais le patient, j'aime beaucoup ça, étant donné que vous avez travaillé dans plusieurs milieux dont on y reviendra. Donc, la troisième question que j'ai à vous poser, Joanne de Montigny, est-ce qu'être psychologue clinicien ou psychologue clinicienne est un métier exigeant selon vous? très exigeant. Oui. C'est un métier avec une grande responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut toujours se former. C'est pour ça que j'aime beaucoup la formation continue, parce Oui. que on ne cesse d'apprendre. Alors, oui, c'est exigeant parce que euh, moi, je vais vous dire, après 35 ans, j'ai vu qu'en moi, j'avais cumulé beaucoup de larmes qui ont été versées devant moi, mais je dirais aussi en moi. Parce que c'est ça, hein, l'empathie, qui est pas toujours facile à, comment je pourrais dire, à définir entre l'empathie, la compassion. Alors, moi, j'ai tendance, parce que c'est ma nature, à vibrer très fort pour la nature humaine Oui. et pour ce que l'autre vit. Alors, on pourrait pas me demander d'être neutre, hein? Je suis pas une personne capable de neutralité au sens d'être distante. Oui. Mais j'aime bien ce que les Français nomment une proximité juste Oui. au lieu d'une distance juste. Moi, je fais la nuance. Donc, j'aime bien cette proximité juste. Cette proximité juste où on vibre avec l'autre à sa peine, tout en ayant beaucoup d'ancrage à l'intérieur de soi, où on a fait soi-même tout un chemin, on a été aidé soi-même, idéalement en psychothérapie, pour pouvoir comprendre ce que l'autre vit lorsqu'il est assis dans la chaise du souffrant. Et Oui. moi, j'ai compris, après avoir reçu l'aide de psychologues, qu'est-ce que c'était que d'être dans un milieu où on est deux ensemble à chercher comment on peut croître, aller mieux, penser et repenser les blessures. Alors, c'est tout ça qui fait que je réponds à votre question que oui, Oui. c'est un métier exigeant, mais extraordinaire Oui. à cause de l'intimité euh, qu'on est capable d'installer avec tant de respect entre nous, et cette belle intimité de la rencontre qui promet, euh, comment dire, des ouvertures qu'on ne connaît pas, Oui. qui promet des suites à découvrir. Alors que dans d'autres métiers, on sait mieux d'avance ce qui va arriver. Oui. On sait mieux. Alors que là, on est vraiment dans un métier où on marche ensemble pour découvrir presque au même moment euh, euh, des aboutissements, des dénouements extraordinaires. Bien sûr qu'on est équipé comme psychologue pour marcher avec ce qu'on pourrait dire la petite lampe de poche dans l'obscurité de l'autre. Oui. Alors, on est équipé pour y voir plus clair avec l'autre, mais c'est ensemble qu'on travaille. C'est vraiment une collaboration. Donc, on y va pour la prochaine question. Quels sont les projets que vous avez développés ou réalisés en tant que psychologue? Oh, l'écriture, ça, l'écriture est venue avec le métier. Ça donne le goût d'écrire et c'est
une façon justement de libérer toutes les tensions intérieures par rapport aux drames humains. Alors ça, l'écriture, ça a été un projet extraordinaire tout au long de ma pratique. L'autre projet qui est plus actuel, c'est que j'entre tout doucement dans la phase de retraite, Oui, ce qui est quand même difficile. Ce n'est pas simple de quitter ce qu'on a le plus aimé faire pendant 35 ans. Ce n'est pas simple non plus quand on a choisi ce métier après avoir survécu à un événement grave et pour se dire par la suite, tiens, ça donne du sens à ma vie, ce métier. Alors quand on le quitte, on veut qu'il y ait encore du sens à notre vie. On veut avoir retenu euh, tout ce que le métier nous a enseigné nous-mêmes. Et puis, je veux mettre ça en branle dès à présent pour apprécier toutes ces années où j'ai pu, je l'espère, apporter de l'aide, mais où les gens m'ont ouvert le cœur, l'âme, les yeux, tout l'être sur les possibles dans la vie. oui, mais il faudrait peut-être, j'aimerais aussi qu'on précise, si vous me permettez, Joanne, c'est que c'est une retraite de la psychothérapie que vous faites là. C'est pas Oui. pour les autres projets, c'est ça. Non, là, C'est je me ça. retire ni de l'écriture, bien sûr, ni des soirées rencontres sur le deuil que j'anime Oui, à oui, infodeuil.ca. oui, Et ça, je vais continuer. Ce sont des soirées mensuelles qui sont parrainées par le Repos Saint-François d'Assise, l'un de nos oui, plus grands cimetières. Et puis, on reçoit porte ouverte des personnes qui sont en deuil et qui ont besoin de venir rencontrer d'autres personnes en deuil, mais j'ai toujours un conférencier invité qui s'y connaît dans le deuil. Alors, ça, je vais continuer d'animer et puis je mets sur pied un colloque annuel. oui, Cette année, il y aura lieu le 20 octobre. Alors, on trouve tout sur infodeuil.ca. Et oui, puis ça, je vais continuer de faire ça. Mais ce qui me presse le plus, c'est l'écriture. oui, J'ai envie d'écrire comme ça se peut pas. Maintenant, j'ai une telle soif de lire aussi, parce que j'aime lire et j'ai plusieurs livres qui m'attendent. Alors ça, je vais pas m'ennuyer, croyez-moi. ok. Je vais lire et écrire et prendre encore soin à ma manière des endeuillés, mais je ne serai plus apte, je n'aurai plus le droit d'exercice de psychothérapie, ni de supervision. Oui, pourquoi vous n'aurez plus? Parce que vous allez plus appartenir à l'Ordre des psychologues du Québec par votre choix, là. C'est ça. Oui, je vais appartenir à l'ordre comme membre retraité. Ah, c'est bien ça, c'est génial. Oui, je Ben ne me oui, retire pas complètement. Je veux donc continuer les formations parce que oui, j'aime ça. oui, Je veux continuer à lire leur revue qui s'appelle Psychologie oui, Québec, qui est oui, très intéressante. très intéressant. J'aime, j'aime encore et j'aimerais toujours euh, apprendre de mes collègues. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je vais pouvoir faire. Oui, bien sûr. Donc, c'était ça, Info Deuil, en Oui, fin de il compte. faut. Puis Oui. Chronique Deuil, ça a été publié par le Repos François Saint-François. d'Assise, mais on peut Exactement. le retrouver sur infodeuil.ca. On peut OK. le télécharger. OK, c'est bon. La question que je vais vous poser, c'est en fin de compte, votre livre, ben, il y en a plusieurs livres, là. Quand l'épreuve devient vie, Oui, oui, quand l'épreuve devient vie, que j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire le livre Quand l'épreuve devient vie? oui. Alors écoutez, c'est sûr que j'en ai fait un petit peu allusion tantôt, mais comme j'ai survécu à un crash d'avion où 17 personnes sont décédées et que nous sommes 7 survivants, c'est arrivé en 1979. C'est un événement où j'ai bien failli mourir, où j'ai été très, très malade par la suite, où j'ai eu des grandes complications dans mon corps. Et
C'est pour ça que j'ai fait un virage. Je travaillais dans un cabinet de ministre à Québec. Alors, j'ai fait tout un virage. Je n'ai pas pu reprendre mon ancien emploi. Je suis allée me faire aider en physiothérapie pour réapprendre à marcher, en psychologie pour réapprendre à vivre autrement. Et c'est là que j'ai choisi de retourner aux études. Ça a été un grand événement qui a bouleversé ma vie, mais qui l'a rendue aussi dans son dénouement très heureuse. Et c'est pour ça que j'ai écrit Quand l'épreuve devient vie, c'est-à-dire qu'au début, ce n'est que sombre, ce n'est que souffrance, et au fil du temps, on retrouve la joie profonde qui avait été ensevelie sous les débris de l'épreuve, mais qu'une fois qu'on s'est fait aider, on retrouve le goût de vivre très fort. Et on est très reconnaissant, on est dans la gratitude. Et je pense que il y avait ce livre-là répond à une cinquantaine de questions qu'on se pose autour du cancer précisément, parce que j'ai travaillé en soins palliatifs pendant 30 ans, et les gens se posaient beaucoup de questions sur comment accompagner l'autre, comment accompagner un proche qui a le cancer et tout ça. Donc, j'ai pris toutes les questions qu'on m'avait posées et j'ai tenté de répondre dans ce livre le mieux possible. Ce sont des réponses réflexions, parce que moi, je n'ai jamais de réponse béton, ni de réponse concrète ou surfaite, pas parce que on n'en a pas, mais parce que dans le domaine de la vie, de la mort, de l'amour et de la perte, les réponses évoluent tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, vous avez survécu. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ça mon intention du tout. C'est que c'était dans la ville de Québec, c'est ça? Oui, oui. Ok. Moi, c'est sûr que j'étais jeune, j'avais seulement 2 ans quand c'est arrivé, donc j'ai pas entendu parler dans les nouvelles. Mais est-ce qu'ils en ont parlé dans les nouvelles, dans le temps? Énormément, Ah ouais. énormément. Ça a été beaucoup, beaucoup couvert. Et ça a été un gros événement parce que quand ça arrive chez nous, hein, et puis c'était beaucoup de gens qui arrivaient de l'Assemblée nationale, hein. C'était sur Québec Air, un type d'avion qui n'existe plus, une compagnie qui n'existe plus. Euh, mais voilà, ce sont des graves événements que d'autres aussi peuvent vivre, des crashs de vie, comme Oui, j'ai vécu. Et oui, puis après que des gens ont eu confiance en nous, comment dire, la philosophie humaniste, oui, c'est-à-dire que on a confiance dans le potentiel de l'autre. oui, Et parce qu'on a eu confiance en moi, j'ai eu le goût d'avoir confiance en l'autre. oui. Et c'est ça, c'est que vous avez écrit le livre en 1985, Le crash et le défi. Survivre. Oui, ça c'était le premier livre, Le qui, premier livre. qui explique au fond euh, exactement tout ce que j'ai vécu, qui était Oui, dans un moment de souffrance aussi quand je l'ai vécu, quand je l'ai écrit, et je commençais la psychologie à ce moment-là, les études. Maintenant, le livre que vous évoquiez tantôt, Quand l'épreuve devient vie, oui, eh bien là, il y a quand même, je pense, sauf erreur, 5 pages au début qui font exactement le résumé du crash, de tout oui, ce que j'ai vécu, des moments forts. oui, Alors, quand l'épreuve devient vie, on a en résumé les 5 pages qui racontent un peu le crash. Et dans l'autre, le dernier, Quand l'épreuve devient vie, que j'ai coécrit avec Claude Cyr, je raconte des petites bribes de moments forts qui m'ont inspiré durant le crash et après le crash. ok. Donc, non, en fin de compte, le livre que vous avez coécrit avec Claude Cyr, c'est Ce vivre de la vie qui jamais ne meurt. Oui, mais je vois que vous montrez le livre et c'est Oui, bien ce c'est livre-là. ça. Oui, Donc, alors celui-là, il a été oui, publié en 2017 oui, et nous avons une correspondance, ce oui, médecin et moi. Lui, il oui, travaille avec les enfants aux urgences et en soins palliatifs et oui. moi, je travaille avec les adultes. Je travaillais avec les adultes en soins palliatifs, ce qui fait que nous échangeons sur ce que nous avons vécu
dans les moments forts de nos accompagnements. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. Comme fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttes, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire, il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté.
Oui. Est-ce que vous vous considérez, en fin de compte, vous êtes une survivante? Est-ce que c'est Ah correct oui. de dire ça, là? Je veux dire, Oui. parce qu'il y en a Oui. qui n'aiment pas le mot survivante, là, mais vous êtes une survivante, je veux dire. Moi, j'ai pas de scrupule à le dire parce Ben que on oui. travaille tellement fort pour arriver à la survie. C'est un gros travail. Ça m'a mis 5 ans à réapprendre à marcher Oh my God. et à aimer la vie encore et tout. Donc, oui, c'est un gros travail de survie. C'est Ben sûr oui. qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la survie. Non, c'est Je suis sûr. littéralement dans la vie. Mais pour être revenu à la vie, j'ai dû traverser tout le passage de la survie. Je Oui. n'ai pas de scrupule à utiliser le mot survivant, Ben oui. mais je le dis en tout respect pour d'autres qui ont vécu des survies Oui. encore beaucoup plus graves que la mienne. Ben oui, parce que je me rappelle à votre conférence au Centre Saint-Pierre en avril 2012 que vous avez dit, je voulais vivre, puis j'ai trouvé cette phrase-là tellement inspirante, je voulais vivre. Donc là, je me Oui, suis dit, c'est votre, en fin de compte, c'était en vous, et c'est oui, génial, et le le désir de vivre. désir, Mais là-dessus, je vous le dis tout de suite, les 17 personnes qui sont mortes à oui. côté de moi voulaient vivre aussi. Mais c'est Et ce ça, que je veux dire, c'est que tant mieux si on a le désir de vivre. Et j'aime la phrase qui est biblique peut-être, mais oui, qui a été reprise par Christiane Singer, que je vive ou que je meure, je choisis la vie. Alors, vous exactement, comprenez ce que je dis, oui, ça va pour ceux qui vont mourir comme pour ceux qui vont survivre. oui, On est des frères et des sœurs oui, avec ce désir de vivre sans savoir si notre désir va se concrétiser. Mais ce oui, qui importe, c'est la capacité de désirer oui, avant de mourir. Donc, que je vive ou que je meure, je choisis la vie. Peu importe si je vis ou pas, je la choisis. oui. Alors, mourir en choisissant la vie, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à traverser. Oui. Et j'aimerais lire en fin de compte la page 209 de votre Oui, livre et je vous lis dans votre livre Quand l'épreuve devient vie. d'accord. À la page 209, on dit souvent que le mourant choisit le moment de sa mort. Qu'en pensez-vous? Point d'interrogation. L'expérience de ma survie à un écrasement d'avion m'aide à répondre à cette question. Durant la catastrophe, j'ai pu constater que chacun s'accrochait à la vie. Docile devant les consignes de l'agent de bord, tous bien décidés à tenir le coup malgré le peu d'espoir. Nous avons souhaité qu'un miracle survienne jusqu'au dernier moment. La litanie de je ne veux pas mourir pouvait se lire sur toutes les lèvres. Les 17 morts n'ont pas choisi leur sort, pas plus que l'heure de leur décès. La mort les a happés au hasard, indépendamment de leur âge, de leur situation ou même de leur mérite. Se relever de là ne dépend pas de nous, c'est au-delà de nos prières, de nos efforts et de notre état de santé. Le résultat final découle de la chance, de la malchance ou de tout autre phénomène qui à ce jour échappe à l'homme. J'ai aussi compris que le miracle ne tenait pas uniquement à la survie, mais au fait de nous être raccrochés ensemble, d'avoir été si forts au cœur d'une tragédie et d'en être sortis. Pour certains morts, pour d'autres survivants. La gloire n'appartient pas à un seul camp. Les passagers, autant que l'équipage, tous ont gardé courage. Certains sont morts devant nous, et j'ai puisé en eux la force de remonter l'autre versant. Tous ont cherché à survivre. Personne n'a choisi de mourir ou pas. Ouais. Oui, Et à la page 118, 119, vous avez évoqué en fin de compte le fait que suite, je vous cite brièvement, à la page 118, la peur dont vous parlez m'incite à vous confier celle que je surmontais après avoir vécu un écrasement d'avion. Non seulement avais-je imaginé que jamais plus je ne remonterais à bord d'un avion, mais j'ai aussi craint pendant longtemps que tous les avions du ciel ne s'écrasent sur ma tête. Donc, vous avez eu la peur de prendre l'avion.
Oui, en fait, ça a gelé un petit peu, mais ce Oui, que vous disiez lors de OK. votre lecture, c'est que au fond, moi, j'avais peur non seulement de reprendre l'avion, oui, ça c'était clair, mais ma peur la plus grande à l'époque, c'était que tous les avions me tombent sur la tête. Vous savez, j'étais polytraumatisée. J'ai Oui, bien compris ce que c'est qu'un stress post-traumatique pour l'avoir oui. vécu au plus Oh, profond de mon être. Mais je dois vous dire que pourquoi j'ai raconté mon histoire, c'est pour dire à d'autres, ayez confiance. Quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Ayez ouais, confiance. Et se sortir de là, encore une fois, c'est avec le désir et l'espérance. Ça ne veut pas dire que concrètement, on va vraiment s'en sortir, mais ça veut dire qu'on va l'avoir espéré de tout cœur. C'est tellement important. Espérer, c'est comme aimer. On ne oui, peut jamais cesser d'espérer, même quand c'est la détresse et même le plus désespérant. C'est comme ça, c'est un mouvement espéré en dedans de nous. Ça nous tient vivants jusqu'au bout. Alors, oui, j'ai eu beaucoup de peur, j'ai eu beaucoup de chocs après ça, mais en même temps, ce que je garde de cette histoire, ce n'est surtout pas la douleur qui m'a habité pendant des années. C'est beaucoup plus l'amour, la relation humaine, euh, la bonté humaine. Et oui, c'est pour ça que j'ai voulu trouver un métier où je pourrais redonner une parcelle de ce que j'avais reçu. oui. Mais j'aimerais juste que les gens comprennent le syndrome de stress post-traumatique. Premièrement, un syndrome, moi je l'enseignais à mes étudiants, le syndrome, c'est que c'est plusieurs symptômes. Donc, Oui. c'est entre autres parce que là maintenant le syndrome post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique, maintenant est à part comme diagnostic dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5 en fin de compte, qui est Mhm. sorti il y a quelques années. Et en fin de compte, c'est entre autres des cauchemars, la reviviscence des événements. Je vais pas vous poser des questions pour vos symptômes, mais est-ce que ce stress de syndrome post-prostatique que vous avez vécu, est-ce que ça vous a habité longtemps? Comment, est-ce que c'était Oui, difficile? Oui. oui. Oh Ah, mais ça God. m'a habité pendant, mon Dieu, plusieurs mois, là, pour ne Ouais, je pas dire comprends. une couple d'années. Ouais. Mais avant que je retrouve le goût de vivre et puis une assurance de vivre dans le sens de trouver mes forces à nouveau, forces psychologiques et physiques, ça a pris 5 ans. Ouais. Donc, c'est à la fois court dans une vie et Oui. très long quand on les traverse. Oui. Mais encore une fois, mon témoignage rejoint des milliers d'autres témoignages de souffrance, comme on en voit beaucoup autour de nous. Mais les êtres qui souffrent sont des menteurs. On se dit que euh, à les regarder, on va se lever debout et on va se remettre à marcher nous aussi. C'est ça, ça sert à ça, la souffrance. C'est de voir que d'autres ont passé au travers et que nous aussi, on pourrait espérer euh, se sortir de ça et peut-être même se sortir plus heureux et plus fort qu'avant le drame. Oui. Donc, en gros, c'était un événement, en fin de compte, que vous avez vécu, qui était, en fin de compte, traumatisant, là. Je me rappelle juste parce que ça me rappelle toujours, c'est le fun, c'est génial d'avoir en fin de compte, des invités spéciaux, psychologues. On va avoir un autre psychologue aussi. En fin de compte, je ne dirais pas qui pour l'instant, vous avez le savoir. On va avoir un psychologue clinicien qui appartient à l'ordre des psychologues, qui est auteur aussi. Puis on va avoir ancienne sexologue et probablement une sexologue aussi. Mais ça me rappelle, en fin de compte, quand j'avais pris le cours avec Hélène David, qui était psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec et psychanalyste, et qui était rendue, en fin de compte, qui est rendue dans la politique. Elle est allée vers la politique. Hélène David, c'est la sœur de Françoise David. Oui, Donc, Hélène David, dans son cours Pathologie, conception dynamique, ça veut dire pathologie, psychopathologie, conception psychanalytique ou psychodynamique, je me rappelle dans son cours, quand c'était un lundi matin à 8 heures le matin à l'Université de Montréal, quand j'étais étudiant il y a plus que 20 ans, là, même plus que 25 ans, là,
c'est que elle disait quel mot on a dans traumatique, on a le mot trop. Quel mot on a dans trauma, on a le mot trop. Parce que c'est trop pour la personne. C'est pour cela que ça devient un trauma. Parce que Oui, c'est trop pour pouvoir vivre ça. Donc, oui, c'est un événement, des moments marquants aussi, j'imagine, de cet événement-là. Et en fin de compte, ça vous a amené à rebondir, à être résiliente, parce que 5 ans, et je vous félicite, et on doit, tu sais, les gens qui n'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre c'est quoi un rétablissement aussi. Quand il faut apprendre à marcher, en fin de compte, de voler de ses propres ailes, en fin de compte, c'est toute une vie qui recommence, là. oui, C'est oui, vraiment difficile à vivre aussi, puis il faut être bien entouré, etc. Donc ça vous a amené, en fin de compte, à être résiliente. Et oui, comment est-ce que vous définissez la résilience? oui. Ben, en fait, une résilience, c'est quelque chose que l'on développe. Oui, Euh, on n'a pas comme tel une personnalité résiliente. On ne sait jamais quel événement dans la vie va faire qu'on va perdre notre compétence de résilience, hein, nos acquis de résilience. C'est fragile, c'est comme dans tout, hein, la santé est fragile. Alors la résilience, c'est pas acquis pour de bon. C'est quelque chose qui nous permet, selon l'âge qu'on a au moment où ça nous arrive, selon l'entourage qui nous soutient, selon bien sûr notre façon de voir la vie avec un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. oui, Tout ça nous aide. Ça prend beaucoup d'éléments pour dire qu'on va atteindre une capacité de résilience. Mais il faut avoir confiance. La résilience, c'est aussi la confiance. La résilience, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est stoïque. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne nous a pas affectés. Mais ça veut dire qu'à travers la souffrance, on est capable de marcher et de croire qu'on s'en va vers du plus beau, vers le meilleur de soi. Alors, ça oui, prend beaucoup de patience, de courage, mais d'aide, de lecture, d'entourage serein qui nous aime et qui veille sur nous. Ça prend des gens qui veulent nous élever et non pas tirer vers le bas. Ça prend des gens qui nous encouragent et oui. qui ne nous découragent pas. Donc, vous voyez, c'est pas simple. La résilience, c'est un tout petit mot, mais qui contient plusieurs définitions, hein, selon ce qui arrive aux êtres humains, Oui. selon les circonstances, selon un tas d'enjeux et de facteurs. Par qui est-ce que vous avez été inspiré? Oh, par tellement de personnes extraordinaires. Si on prend les livres, euh, j'ai été beaucoup inspirée, je le disais, par Carl Rogers dans mes études. Si on prend personnellement ce qui m'a fait du bien au fil des années, Oui, ça a été Christian Bobin, qui pour moi est oui, un poète qui a eu des mots très forts dans la vie parce que il s'aimait, il savait aimer les fleurs et la vie et la fragilité. J'ai aimé beaucoup. J'ai été inspirée par Christiane Singer, qui a été une grande auteure, qui est morte d'un cancer il y a oui, quelques années et qui a écrit un dernier livre qui s'appelle Dernier fragment d'un long voyage. oui, Et c'est un exemple de la capacité de l'être humain de mourir dans les bras de l'amour oui. et ne pas mourir dans la frustration. Ça m'a fait un bien énorme. J'aime beaucoup Jean Proulx, le philosophe Oui, extraordinaire, oui, qui a écrit un tout petit livre, mais tellement grand, qui s'appelle La perte d'un être cher, tout simplement. Et oui. c'est rempli d'amour et de réflexions philosophiques profondes. Alors, il y en a beaucoup d'auteurs qui m'ont inspiré, beaucoup. Et je vais continuer d'être inspirée par eux et par de nouveaux. Bien sûr, Et c'est ça qui est formidable, hein, je c'est comprends. qu'on est entouré, on est entouré. On n'est jamais seul.
Oui, exactement. Est-ce que vous avez été inspiré aussi par Boris Cyrulnik? Beaucoup. Oui, J'ai été inspirée beaucoup par Boris Cyrulnik, comme je l'ai nommé tantôt, oui, avec son livre Quand l'épreuve, pas quand l'épreuve devient vie, quel lapsus, Un merveilleux malheur. oui. Hein? Il a écrit aussi Les vilains petits canards. Ah, il est formidable. Ouais. Et puis quand je l'écoute sur différents réseaux, là, Oui, je le trouve encore tellement oui, inspirant. Quel grand homme. oui, Pour moi, c'est un grand survivant, tout comme oui, Franklin. Et oui, ce sont des êtres qui m'ont aidé à survivre oui, dans mon chemin. Ça, c'est clair. Ça a été des grands, grands pour moi. oui. Beaucoup. Parce qu'il y a les masterclass de Boris Cyrulnik, qui est un psychologue, qui, en fin de compte, est psychiatre, qui est psychanalyste, qui a écrit sur la résilience, parce que Oui. lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a vu les membres de sa famille qui ont Ah été, en oui. fin de compte, tués devant lui. Il a été en prison, il est allé en prison, on l'a mis en prison à l'âge de 8 ans et demi. C'est un juif, en fin de compte, et il a écrit sur la résilience. Ça veut dire, c'est comme le fer qui rebondit, c'est qu'on Oui. s'en sort. Et ce qui nous tue pas, nous rend. Donc, premièrement, Joanne de Montigny, quels sont vos projets futurs, puis quel message est-ce que vous voulez donner aujourd'hui? Oui, alors mon projet futur, c'est de me reposer parce que j'ai beaucoup, Oui, beaucoup, beaucoup travaillé oui, dans mon cœur, dans mon âme et dans ma tête. Euh, alors, et c'est de marcher plus parce que quand on est psychologue, on est assise une bonne partie de la journée oui, et on manque un peu d'exercice. Allez, j'ai manqué cette discipline de faire beaucoup de marches. J'aimerais entreprendre ces exercices dans le futur. Et comme je vous le disais, ce que je chéris le plus, c'est l'écriture. oui, Et le message que j'aimerais laisser, c'est peut-être soyez inspirés par oui, des personnes qui sont capables de transmettre, comme tous ceux qui m'ont transmis. J'en ai nommé quelques-uns durant l'entrevue. Vous en aviez d'autres en tête. Et aimons-nous les uns les autres parce que nous nous apportons tellement les uns les autres. Je ne crois pas à une société individualiste comme on tend oui, présentement trop à peut-être à vivre. Je crois vraiment à l'interdépendance. Nous avons besoin les uns les autres. Un oui, jour, nous aidons, un jour, nous serons aidés. Un oui, jour, nous avons besoin, un jour, nous donnerons. Et c'est ainsi, c'est une relation qui circule, c'est circulaire. Et vivre la relation humaine. J'ai juste envie de dire que ça valait la peine de vivre et que j'aurais trouvé effrayant de ne jamais venir au monde. Je trouve ça extraordinaire, même si la vie est cruelle, elle est tellement belle. oui. Et la vie est belle, en fin de compte. Oui, mais elle est Puis, cruelle, mais elle est belle. Elle est cruelle parfois parce qu'on vit de l'intimidation, puis on peut vivre un écrasement d'avion comme vous avez vécu, puis je ne souhaite ça à personne. Puis c'est affreux de vivre ça, puis il faut être empathique, puis il faut rebondir, puis malgré l'épreuve, comme vous avez dit, ben on devient résilient. Puis en fin de compte, c'est notre trajectoire de vie, parce qu'il n'y a pas une Oui, trajectoire de vie qui est pareille qu'une autre. C'est oui, ça, c'est ça. exactement. Ah oui, puis chérissez vos histoires personnelles. Oui, Votre histoire, c'est la vôtre et elle a de oui, la valeur. Elle a oui, de la valeur. Puis si vous souffrez, trouvez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier. oui, Et cette parole-là, elle aura de la résonance. Votre parole résonnera. Hein, parce que on se voit, comme on dit chez les humanistes, comme des caisses de résonance. oui, Alors, ça vibre en nous lorsque vous vous confiez. oui, bien sûr. Donc, on va terminer cette émission de radio témoignage de vie. Ben, premièrement, étant donné, vous lirez mon livre que je vous ai envoyé, étant donné que vous avez Oui, des lectures à faire, oui. la psychologie pour apprécier l'humain, puis j'ajouterai le sous-titre, La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Parce que c'est vrai que la vie est parfois on se complique la vie ou les autres nous la compliquent. Donc, en fin de compte, c'était un grand honneur puis un grand privilège de vous avoir accueilli comme invité puis comme invité spécial à témoignage de vie parce que quand
je faisais en fin de compte la recherche pour savoir qui j'allais inviter pour cette émission de radio témoignage de vie qui va comprendre en fin de compte, je l'espère de tout cœur, 40 épisodes. Donc, je me suis souvenu que j'ai assisté à votre conférence et que j'avais votre livre et que j'ai lu votre livre dans le temps, puis je l'ai feuilleté aussi récemment, puis je me suis dit, ça serait génial d'avoir Joanne de Montigny comme psychologue, comme autrice, comme conférencière, scientifique et être humain qui a rebondi et qui est résiliente et rayonnante. Puis je vous en remercie infiniment du fond du cœur d'avoir été une invitée, d'avoir accepté d'être une invitée à témoignage de vie. C'était vraiment un grand privilège. Ben, merci aussi à vous et puis merci d'offrir ça aux gens qui nous écoutent et j'apprécie ce moment que nous avons partagé. Parfait, ça me fait plaisir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas pu aborder? Oui, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui, c'est Et ça. puis, Est-ce qu'il y a une dernière phrase, un slogan, une dernière phrase que vous voulez dire, qu'on laisse avec cette phrase-là, peut-être d'espoir, ou une phrase qui vous a marqué dans votre parcours de vie, dans votre cheminement, dans votre trajectoire de vie? Oui. Ben alors, vous allez trouver que c'est une drôle de phrase dite ainsi, mais je vais paraphraser. Oui, Yves Dutheil, le chanteur, oui, qui a écrit un livre, deux même, et peut-être plus, mais j'en ai deux de lui. Et il a écrit pour les personnes qui trouvent la souffrance parfois insupportable oui, et que pour les endeuillés, je oui, m'adresse aux endeuillés, oui, puisque j'ai tellement écouté leur peine. oui, J'aime cette phrase. Ne serait-il pas plus triste de ne pas être triste? oui, je comprends. Ça veut dire que si on est triste, c'est parce qu'on ressent, c'est parce qu'on est vivant, c'est Oui, parce qu'on a de la compassion oui, pour soi et pour les autres. Et être triste, finalement, ouvrira la porte sur la joie. Donc, à l'intérieur de soi, il y a un mélange de joie et de tristesse, et il faut faire de la place pour les deux. oui. Et parce que quand on ressent une émotion comme la tristesse, c'est en fin de compte parce qu'on est vivant. Oui, C'est ça ce que ça veut dire, cette phrase-là. oui, et oui, Oui, alors on va terminer là-dessus. Alors, oui. merci infiniment, puis j'invite tout le monde à lire vos livres, en fin de compte. Est-ce que vous allez faire d'autres conférences? Je sais pas, mais disons que si les gens veulent aller sur Oui, infodeuil.ca, ils parfait. vont trouver un livre que je suis en train d'écrire. Oui, C'est un livre progressif que j'écris numérique et oui. puis il deviendra peut-être papier, mais pour le moment, les gens peuvent aller me lire. J'ai 5 chapitres d'écrits, ça s'appelle Au plus près du deuil. Parfait. Puis il y a le colloque aussi. Parfait. Oui, Alors, merci infiniment. On termine tout le monde cet épisode, cette émission de témoignages de vie. Merci infiniment à Joanne de Montigny encore. Merci à tout le monde qui nous écoute, qui ont écouté et qui écoutent encore témoignages de vie, aux auditeurs, aux auditrices. Merci de regarder cette vidéo sur YouTube. Et je vous dis en fin de compte la phrase, je vais la dire en fin de compte. C'est une phrase aussi que j'aimerais la dire, même si c'est un peu de psychopop, puis je vais me la permettre. C'est pour grandir intérieurement. En fin de compte, pour la résilience. oui, Alors oui. voilà. Au revoir tout le monde. Merci, bye. Vous écoutez Radio Web Free.